BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, et le plus important, comme De quoi je me mêle arrive à la fin de la semaine, un excellent week-end. Merci d'être avec nous, que vous soyez en audio, en vidéo, à la télé, à la radio, en replay, sur votre PC, sur votre mobile. Merci d'être là, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à écouter De quoi je me mêle en podcast. Merci pour ça. Et puis si vous êtes un fan de tech, vous savez de quoi je me mêle, mais j'ai aussi le plaisir de présenter tous les soirs une émission qui s'appelle Tech Co sur BFM Business. Peut-être pour vous l'occasion de la découvrir si ce n'est pas le cas. BFM Business qui est en radio et en télé. De la même manière que De quoi je me mêle, vous pouvez nous retrouver aussi en podcast si vous êtes un féru d'actu. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle, tout à l'heure on va plonger dans l'arrêt de la connexion cuivre. Vous savez que le téléphone en France, depuis toujours, fonctionne avec un fil de cuivre. Et petit à petit, la fibre est en train de remplacer tout ça. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Vous allez voir, c'est pas anodin. On en parlera avec Lionel Paris qui a étudié le sujet, qui nous expliquera les avantages et les inconvénients, évidemment, de cet arrêt. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir avec le hashtag DQJMM. Voilà, tout est dit. Merci d'être là encore une fois. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Mais pour débuter, place à l'actu de cette semaine avec Raphaël Grabli qui est avec nous. Salut Raph. Salut François. De la rédaction de Tech Co. Raphaël, ravi de passer cette petite demi-heure avec toi pour brosser l'actu de cette semaine. Plutôt sympathique avec pas mal de choses. Tiens, si vous avez un compte Gmail et que vous vous en servez pas trop, restez avec nous parce que Google a décidé de faire un truc assez étonnant. On en parle dans quelques minutes. Mais pour débuter, imaginez... Vous recevez chez vous un grand colis avec une télé. Et cette télé, en fait, Raphaël, elle nous aurait coûté combien ? Zéro. C'est-à-dire 0 euros. Exactement, la télé est gratuite. Alors, souvent, c'est des arnaques. Tu sais, tu as ta télé ou l'iPhone à 1 euro. Tu sais, sur les réseaux sociaux, tu as quand même pas mal d'arnaques comme ça. Combien de fois j'ai essayé d'avoir un iPhone à 1 euro et il n'est jamais arrivé. Ou alors, tu en as vraiment 1 euro chez les opérateurs, mais en fait, derrière, tu payes aussi un petit peu quand même. Il te coûte un petit peu plus cher. Exactement. Non, là, c'est une télé, en fait, qui est vraiment gratuite. Il y a 500 000 exemplaires qui ont été mis, j'allais dire en vente, mais du coup, presque en don. Et pourtant, c'est extrêmement sérieux. Alors, c'est une télé 55 pouces 4K. Donc, c'est... Bon, ça va, oui, c'est pas une télé en noir et blanc. Comme on a pu le dire, c'est pas de la merde, quoi. Ouais, voilà. J'ai pas osé. En fait, exactement. Et c'est une boîte qui s'appelle Teli. En fait, ça appartient au cofondateur de Pluto TV. Et Pluto TV, c'est un géant américain du streaming. Et en fait, qui existe en France d'ailleurs. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est une appli que vous téléchargez sur votre télé ou sur votre PC qui vous permet d'avoir de la VOD, c'est-à-dire de la SVOD gratuite avec de la pub. Exactement. Et donc en fait, justement, tu viens de donner évidemment l'indice, le pourquoi du comment. C'est la pub évidemment. Quand c'est gratuit, c'est qu'on est le produit. Et donc la télé qui sera gratuite, si on choisit de l'avoir, en échange, on devra accepter d'avoir de la pub diffusée dans son salon ou dans sa chambre en permanence. Alors, on n'a pas le modèle là sur l'écran à l'arrière, mais en gros, pour schématiser, c'est une télé en 2 parties, presque 3 parties d'ailleurs. C'est-à-dire que tu as l'écran principal C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Elle est gratuite, mais si vous voulez, elle arrive en 3 parties. L'écran, il faut le monter. Non, tu as un vrai écran entier de 55 pouces. De télé normale. En plus, la seconde partie, c'est une barre de son qui est intégrée. Donc, tu as la télé. Carrément. Et tu as une barre de son. Voilà. Gratuite aussi, monsieur. Gratuite aussi. Vous êtes sûr ? Et par contre, en dessous, tu as une sorte de long écran là, en dessous, qui s'affiche, enfin qui est placé en dessous de la télé, en dessous de la barre de son. Et là, tu as de la pub qui s'affiche en permanence. Donc, c'est un peu le modèle, c'est la logique finalement pour Pluto TV. On met de la pub sur le contenu, maintenant on met de la pub aussi sur le matos, sur la télé. Et donc, ça a été mis en vente là, aux États-Unis uniquement. Malheureusement, c'est pas encore disponible pour la France. Alors, après, la question, c'est est-ce qu'on a envie de ça ? Est-ce qu'on a envie d'une télévision qui affiche de la pub en permanence chez soi, sachant que, évidemment, l'écran du bas, quand on l'achète, on se dit, s'il y a une pub qui est diffusée, pourquoi pas, mais on ne sait pas comment ce sera utilisé par la suite. Peut-être que la pub sera de plus en plus invasive, sachant que si finalement on décide de ne pas accepter la diffusion de publicité sur la télé, il faut payer 500 $. Donc en fait, finalement, on a un peu le prix du matériel, c'est 500 $. Donc en fait, la pub en fait subventionne la télé à hauteur de 500 $. Exactement. Donc finalement, c'est une idée du matos, c'est-à-dire qu'on doit avoir un modèle parce qu'on n'a pas tout à fait les infos sur qui est le sous-traitant, parce qu'évidemment, c'est fabriqué par un sous-traitant.
Donc ça doit être une télé quand même assez milieu de gamme. Mais enfin, Oui, oui, aujourd'hui, l'avantage, c'est que les télés, on est quand même sur un marché où même une télé milieu de sûr. gamme, ça fait largement le job. Mais une télé, tu vois, une deuxième télé pour une chambre, un bureau, Exactement. pourquoi pas. Après, c'est juste que la pub dans la chambre toute la nuit. Tu peux pas éteindre le Bah, si truc, tu là veux l'éteindre, non, c'est Il faut techniquement, débrancher il il faut voilà, faut débrancher la débrancher. prise. Donc c'est, alors c'est un nouveau modèle, enfin c'est Je un crois nouveau qu'il y a des modèle. petits malins qui vont mettre, par exemple, un carton sur le petit écran, justement, pour pas voir la pub ou Oui, un truc alors comme ça. pour tout te dire, moi la question que je me pose plutôt, c'est pour le son. Est-ce que tu vas pas avoir demain des pubs avec du son, voire des pubs carrément juste Ouais. audio, façon Des pub pubs radio, audio, même ouais. si tu regardes pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu acceptes d'avoir une intrusion permanente chez toi, sachant qu'il y a des autres options. Il y a une caméra aussi. Il y a une caméra aussi qui permet de passer des appels, mais aussi de détecter la présence pour optimiser les pubs, etc. Donc, Ah. disons que c'est un nouveau modèle. C'est bon, à titre personnel, moi, Je crois que pas la caméra, forcément un grand fan. tu peux la masquer, Oui, non? alors exactement. Il y a un truc quand même, t'es pas obligé. Non, tu as un petit cache physique que tu peux mettre sur la caméra. Donc ça, c'est l'engagement, entre guillemets, pour la vie privée. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va être une expérience comme ça, one shot, et puis ce sera pas reconduit? Est-ce que ça va fonctionner? Et si ça fonctionne, on peut se dire que c'est peut-être aussi le début d'une forme de business model Ouais. où finalement, il y a du gratuit qui devient payant, c'est-à-dire que les réseaux sociaux qui étaient gratuits deviennent peu à peu payants avec des options supplémentaires. Mm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le mouvement inverse des services payants qui incluent la pub pour baisser le prix, façon Netflix, forcément, façon Pluto TV où là c'est entièrement gratuit, et donc carrément sur le matériel, sachant par exemple sur des smartphones en Chine, il y a déjà des smartphones dont le prix a pu être baissé parce qu'il y a de la pub qui est diffusée aussi. Rappelle-toi, Amazon a fait ça. Je ne sais pas s'ils le font toujours d'ailleurs. Tu sais, ils sortaient une petite tablette et tu avais deux tablettes en fait, avec deux configurations différentes. Une que tu payais plein pot, il n'y avait pas de pub, Voilà. et une autre où tu payais, je crois, $50 de moins ou $100 de moins. Et tu avais, alors pas tout le temps, mais quand elle était éteinte, enfin quand elle était, tu sais, l'écran d'accueil, c'était de la pub. C'était de la pub. Et dès que tu Exactement. l'ouvrais, en fait, là, tu te retrouvais avec ton interface normale. Et donc, après, pour ce prix-là, enfin, en tout cas, pour cet affichage de pub, tu payais un petit peu moins cher. Mais bon, après, j'ai envie de dire, de toute façon, le bon choix, ce sera le choix du consommateur. Bien sûr, Qui mais tu décidera sais, et moi, qui je suis pas tout à fait contre ce concept-là. disons il que faut moi, ça voir, me plairait il faut pas, creuser. mais après, honnêtement, une Pour télé, des gens qui n'ont pas envie, tu vois, qui ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent ouais, pour une pourquoi télé et qui regardent la télé de manière, on va dire, sporadique pour des trucs comme ça, il faut voir après la fréquence d'affichage de la télé. le côté etc. intrusif sur le son, etc., c'est ça qui est important. Puis je pense qu'ils doivent aussi collecter pas mal de données. Je pense Évidemment. que tu dois être obligé de créer un compte. Oui, ça, je pense que tu dois créer le compte. La pub, j'imagine qu'elle doit être plus ou moins ciblée aussi en fonction de ce que tu regardes, de ce que tu fais. Après, j'ai envie de te dire aussi, il y a des télés très chères qui ont de la pub aussi. Oui, masqué. Mais où là, tu n'as Bien pas le sûr. choix, ils te disent pas. Ouais, et quand ouais. tu allumes la télé, tu as des bandeaux Tout publicitaires. à fait. Moi, je t'avoue qu'il y a certaines marques, ça m'a un petit peu gavé, sachant que tu as une télé qui est vendue plein pot, Mais on va les parfois très citer, cher. c'est Samsung, mais il Oui, y en a d'autres aussi. Alors, moi, En fait, j'ai tous j'ai eu les OS. l'expérience avec Samsung. Là, et je t'avoue que c'est pour ça que j'ai changé. Je suis passé chez LG, très, très sincèrement. Je ne crois pas avoir vu de pub chez LG, mais je t'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder. Je viens de les installer. Mais je t'avoue que ça m'a saoulé Non, mais parce c'est que clair, c'est clair. c'est pas très clair au Mhm. début. Et finalement, tu allumes ta télé et tu as de la pub sur le bandeau. Bah, moi, je trouve que c'est pas Avec très le clair. fameux cas Rakuten, je ne sais pas si vous avez suivi Oui, cette histoire-là. ouais, ouais. C'est-à-dire que Rakuten, en fait, subventionne, donne de l'argent à tous les constructeurs de télé pour avoir leur appli qui apparaît, mais vraiment en plein écran, quoi. Exactement. Et alors que bon, j'ai rien contre Rakuten, c'est un service de VOD. Non, mais c'est intrusif. Mais c'est intrusif. Et tu peux pas le désinstaller. Non. Tu peux pas le désinstaller. Non, C'est c'est ça un qui est, bloatware. ou alors il faut bidouiller. Et sachant qu'en plus, il se trouve que parfois, quand je manipulais mal la télécommande sans faire exprès, tu avais le truc Rakuten qui se lançait tout de suite. Enfin bref, je trouve que ça nuit à l'expérience. Alors Ouais. honnêtement, j'espère que ça leur apporte beaucoup d'argent. Parce que franchement, moi je trouve que ça nuit à l'expérience. Après, Mhm. est-ce que je suis représentatif? J'imagine que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont estimé que 95% des gens s'en fichaient et que moi je dois faire partie des 5%. Mais bon, Et que le fait que j'achète chez la concurrence, pour eux, bah, ce qui est ça inquiétant, reste c'est que rentable. voilà, c'est la première étape, parce qu'il y en aura une deuxième, encore avec de la pub plus intrusive, si tu payes ta télé, quoi. Donc bon, Voilà. on s'éloigne un petit peu du En fait, sujet, non, mais mais ce qu'il faut, c'est de la clarté. c'est ça. C'est simplement de la clarté. En effet. Est-ce que ce à quoi on va être Mhm. exposé, est-ce que si vrai. on paye,
En fait, le problème, c'est de ne plus être assuré, de ne plus avoir de pub si tu En payes. effet, Voilà. en effet. Je serais curieux de savoir quels sont les montants de ces contrats entre des C'est une boîtes question que comme je me pose ça. parce que vu le côté désagréable que c'est sur Je l'interface, pense que j'espère pour eux que c'est important. ça doit être costaud. Ouais. Ça me fait penser un peu aussi aux constructeurs de PC, tu sais, qui rajoutent des applis, enfin des programmes sur ton PC dès que tu l'allumes, Oui, les antivirus et bien sûr. toute la pagaille. Et quoi. après, on retombe sur les applis sur smartphone aussi, avec tous les bloatware qu'on a. Exactement. Et après la télé, Raphaël, autre sujet un peu plus sérieux quand même, c'est l'intelligence artificielle. On l'évoque souvent dans tous les médias, hein, que ce soit sur le site de Tech & Co, dans De quoi je me mail, avec Sam Altman. Je vous rappelle que Sam Altman, c'est le cofondateur d'OpenAI, qui est en fait la boîte qui a créé ChatGPT, Exactement. avec derrière Microsoft, etc. Et Sam Altman a été entendu par le Congrès américain sur des questions d'intelligence artificielle et de vie privée de ces nouvelles technologies, parce que, bien sûr, cette puissance de l'IA questionne beaucoup de monde, et même, on va dire, dans les hautes sphères de la présidence américaine. C'est un fil rouge depuis quelques mois. On a régulièrement comme ça des spécialistes de l'IA, voire des patrons de boîtes qui sont dans l'IA, Mais oui. qui s'interrogent comme ça publiquement. Alors, C'était le cas d'ailleurs il y a quelques semaines, où tous les patrons de l'IA, il y avait le fameux moratoire. bien sûr, Il y avait eu un Kamala Harris moratoire. les avait reçus, Exactement. etc. Alors, j'ai envie de dire, c'est aussi une façon de mettre en avant, c'est-à-dire que le fait de s'inquiéter d'une technologie, c'est aussi dire qu'elle va être très importante, et Oui. de dire on est en train de Oui, bien sûr. révolutionner le Oui, monde. oui, oui. C'est une façon de faire parler de leur technologie en Tout à disant fait. oula, attention. Et en la dramatisant un petit peu, Exactement, notre techno, elle est tellement forte que ça va révolutionner le ça monde. va tout révolutionner. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du fait qu'ils s'inquiètent, on dit aussi, On parle de du lui. fait que ça va révolutionner le monde, ce qui est possible, voire de plus en plus probable, mais enfin pas sûr à 100%. On a encore quand même des interrogations sur l'usage concret, même si je pense qu'effectivement ça va changer beaucoup de choses. Et la position de Sam Altman, elle est assez claire, c'est de dire régulez-nous. En gros, il faut nous réguler. Il dit ça évidemment aux élus américains, sachant qu'en Europe aussi, il y a un projet de régulation de l'IA qui est d'ailleurs assez avancé, qui va devoir d'ailleurs suivre un peu les évolutions pour pas être caduque au bout de 6 mois. Et le fait de dire régulez-nous, c'est encore une fois le fait de dire, ça revient à dire ce qu'on fait est extrêmement important, mais aussi à juste titre, Mhm. mais peut-être aussi parce que eux-mêmes ne savent peut-être pas totalement comment s'autoréguler. Et c'est une façon aussi de, on va dire, de refiler un peu la patate chaude de la responsabilité Oui, de l'IA. c'est ça. Parce que le fait de dire... Maintenant, les pouvoirs régulent tout ça. Exactement. C'est plus notre problème, vous vous débrouillez. Exactement. Le fait de dire régulez-nous, une fois que s'il y a des Ouais. problèmes, ils pourront dire attendez, soit vous nous avez pas régulé, soit vos règles de régulation étaient mauvaises, on a respecté les règles, Ouais. Et désolé, on vous avait averti. et on vous avait averti. Et Rappelez-vous. s'il y a un problème, c'est que vos règles étaient mauvaises. Nous, on a fait tout ce qui était légal. Et donc, d'ailleurs, c'est marrant, c'est un discours qu'avait eu aussi Mark Zuckerberg quand on parlait beaucoup, notamment de la désinformation sur Facebook. Zuckerberg a dit attendez, régulez-nous, il n'y a pas de problème. Bon, sauf qu'on voit aussi quand il y a de la régulation. Après, pour répondre à la régulation, Ouais. sur les éléments qui vraiment, entre guillemets, les emmerdent un peu, c'est-à-dire quand il faut dire combien il y a de modérateurs, etc., donner des détails sur le fonctionnement des algorithmes de recommandation. Et là, la régulation, réguler en termes de règles théoriques, pourquoi pas. Quand on demandera à OpenAI, qui contrairement à son nom n'est plus du tout open source, de filer son algorithme de recommandation pour des audits à la Commission européenne ou Oui, aux je pense que États-Unis, là, ça sera peut-être un peu différent. un peu différent. Donc, ouais, c'est clair. le discours, il ne faut pas se tromper. Le discours 1, on est très préoccupé, c'est aussi pour dire ce qu'on fait est très très important. Et 2, le discours de dire régulez-nous, le fait de dire ça, c'est aussi se défausser potentiellement en cas de problème et dire finalement, nous, on est entre guillemets les faiseurs. Et après, c'est aux régulateurs de faire en sorte que ça se passe bien. Et si on nous autorise à faire des choses, ça veut dire qu'ils seront d'accord pour qu'on fasse ça. Et derrière, ils ne pourront pas nous dire vous avez eu tort de faire ça. Il a dit des trucs intéressants durant cette commission. Sam Altman, il a dit l'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer à peu près tous les aspects de nos vies, mais elle crée aussi des risques sérieux. Donc, en fait, il rejoint un peu ce que disait Geoffrey Hinton, le pape de l'intelligence artificielle chez Google, qui a raconté plein de trucs pas très sympas sur l'IA après être parti de chez Google. C'est intéressant parce que tous ces gens-là vont dans la même direction. Oui, ils avertissent, mais parce que je pense qu'eux-mêmes, enfin, on voit bien quand on met en place des outils comme ChatGPT, les problèmes que peuvent avoir certains utilisateurs avec des fausses informations. On voit bien tout de suite les limites et j'ai envie de dire, ils savent que leurs outils, la prochaine étape quand même,
c'est de les mettre à disposition de toujours plus de monde. Et donc, à mon avis, ils savent très bien qu'il va y avoir des problèmes, mais c'est une évidence. C'est l'impossible. Enfin, l'inverse, c'est pas possible. Il y aura forcément des problèmes. Et donc, le fait de dire, bon, ce qu'on fait, c'est bien, mais on vous prévient, il risque d'y avoir des problèmes, et en même temps, régulez-nous. Bon, c'est une façon quand même de parer des futures critiques et de dire, bah, je suis désolé, on a développé quelque chose, on a été honnête sur les risques, on a été très honnête sur les risques, parce que on a aussi comparé par exemple Facebook ou les réseaux sociaux, l'addiction à l'industrie du tabac des années 90 qui disait non, on n'est pas addictif, c'est pas dangereux, etc. Eux, je pense qu'ils veulent dire, on a été transparent, on a été Dès le honnête. début, on Dès vous le l'a dit. début, on vous dit, il y a des risques, il faut peut-être réguler. Maintenant, entre guillemets, démerdez-vous avec ça, sachant que c'est un débat à la fois technique, juridique, philosophique. Enfin, il y a tellement de débats Sociétal. et sociétal que c'est un débat qui va être impossible à mener. Et en tout cas, c'est un débat qui va se faire forcément en fait au fil de l'eau, parce que les usages d'aujourd'hui n'ont probablement rien à voir avec les usages de dans 2 ans. Quand on voit déjà les écarts de performance des intelligences artificielles il y a 1 an par rapport à maintenant, on s'imagine que dans 2 ans, ça va être stratosphérique. Et donc, je pense que il va falloir surtout, à mon avis, y avoir un travail, une coordination régulière sur les progrès de l'IA dans les prochaines années entre les grandes boîtes et les autorités et les gouvernements, et surtout de la transparence sur les algorithmes. Alors Sam Altman dit aussi un truc intéressant, il dit que finalement, les gens discerneront toujours le contenu fait par IA et le contenu humain. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il dit à l'époque, il y a eu le même débat avec Photoshop, mais au fur et à mesure, les gens ont pu discerner ce qui était créé par Photoshop. C'est pas vrai. Il y a plein de trucs. D'accord avec toi. Il y a plein de trucs qui sont faits par Photoshop et tu le vois pas parce que c'est super bien fait, etc. Évidemment. Et Photoshop à côté, c'est de la gnognotte par rapport à l'IA. En fait, le problème, c'est que... C'est un argument qui tient pas. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça tient pas du tout. Déjà parce que, comme tu dis, sur Photoshop, il y a plein de trucs qui sont faits sur Photoshop et on ne le voit pas, tout simplement. Mais oui. Et c'est fait exprès d'ailleurs qu'on ne le voit pas. Et d'ailleurs, au passage, accessoirement, dans Photoshop, maintenant, il y a des outils d'intelligence artificielle qui font en sorte que ça ne se voit pas. Déjà depuis des années, dans la suite logicielle Adobe, il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Et puis ensuite, il y a une grosse différence avec Photoshop. C'est que Photoshop, il faut une compétence. D'ailleurs, et pour que ça ne se voit pas, il faut une grosse compétence. Oui, bien sûr. Il y a très peu de gens. Métier. Il y a 0,01% des internautes qui sont capables de faire une retouche photo qui ne se voit pas sur Photoshop. Avec un mid-journée, c'est 100% des gens, ou 90% des gens. Pour ceux qui... il suffit d'apprendre un peu comment parler à la machine et après c'est bon. Donc non, en fait, c'est l'industrialisation qui pose problème. C'est-à-dire c'est la masse qui pose problème. Et le fait d'avoir une photo retouchée de temps en temps dans un magazine ou sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Mais le fait d'avoir sur Twitter en permanence des milliers de photos qui n'existent pas, ça n'a rien à voir. Ça fait qu'on va douter d'ailleurs des photos qui existent. Et donc c'est le côté industriel et massif qui change tout. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi et je suis pas du tout d'accord avec Sam Altman. C'est le prolongement de Photoshop. C'est vrai, le concept est quelque part un peu le même, mais c'est le côté industriel. Mais c'est Photoshop puissance 1000, c'est ça le problème. Dans l'actu aussi, attention, on le disait, si vous avez un compte Google, il faut l'utiliser. Parce que si vous ne l'utilisez pas, et quand on parle de compte Google, c'est Gmail, c'est toute la suite Google. C'est YouTube. Et c'est YouTube. C'est YouTube. Aussi, explique-nous Google Photos. Ce que Google a communiqué il y a quelques heures concernant ces vieux comptes. En fait, ils ont expliqué que tous les comptes qui étaient inactifs verraient leur contenu supprimé. Alors, il y avait déjà d'ailleurs une procédure comme ça sur Gmail, si je dis pas de bêtises, c'était 2 ou 3 ans. Là aussi, c'est pareil, 2 ou 3 ans. Sachant qu'un compte inactif, c'est vraiment un compte où on ne s'est jamais connecté. Le simple fait de se connecter. Oui, même sans interagir. Simplement pour regarder. Tu te logs. On se log et on regarde, justement, par exemple, juste une vidéo YouTube, c'est bon. Donc, l'action à faire par l'internaute, elle n'est pas énorme. Et d'ailleurs, évidemment, il y aura des messages, des mails d'avertissement pour prévenir. Mais en fait, le problème, je trouve, c'est pas forcément du côté des créateurs ou des utilisateurs qui ont leur contenu. Je trouve que ce qui est un peu triste, c'est une forme de disparition d'une certaine mémoire de l'Internet. C'est-à-dire que justement, ce qui change tout pour moi, c'est YouTube. Alors, il y a Google Photos, c'est un peu embêtant parce que, bon, il y a des photos qui vont disparaître, mais bon, si personne ne les utilisait quelque part, c'était des photos qui étaient d'ailleurs en général privées. Alors, je rappelle quand même au passage, tout ça, c'est la raison officielle. Bon, il y a des raisons probablement économiques, parce qu'en termes de stockage... T'imagines un peu ça coûte cher. Le stockage de toutes ces données que personne n'utilise pour Google. Même en termes d'environnement. Oui, et en termes d'environnement, je suis d'accord. Et alors, ce que dit Google, c'est pas tellement ça, c'est surtout le côté sécurité. Oui, eux, ils jouent le côté sécurité. Ils vont pas dire, ça nous coûte trop cher de gérer ça, on en a marre, au revoir. Non, ils disent c'est le côté sécurité, mais qui est un argument qui s'entend aussi parfaitement.
aussi. Parce qu'un compte qui n'est pas utilisé depuis longtemps, bah, c'est un compte qui ne va pas changer son est mot plus de passe. sensible. Si le mot de passe a été compromis, si personne ne fait Bien rien, sûr. ce sera le mot de passe compromis qui va rester pendant des années et qui pourrait être piraté. Et Donc, Google, ce dont craint Google, c'est que justement, si par exemple vous avez un vieux compte dont vous ne vous servez plus, quelqu'un usurpe votre identité et va se servir de ce compte en se faisant passer pour vous. Exactement. Et c'est ça qui est embêtant. Exactement. Donc l'argument de sécurité, il est parfaitement recevable. Il y a à mon avis un argument de coût, de financier aussi, qui est intéressant. bien sûr. Mais enfin, pourquoi pas? Oui, Enfin, c'est on une peut les purge comprendre. en quelque sorte. C'est une purge et comme tu le disais, d'un point de vue écologique aussi, pourquoi pas? Non, le seul truc, c'est sur YouTube, c'est-à-dire que YouTube, enfin, il y a une sorte de mémoire un peu des vidéos des années 2006, 2010, 2012, enfin les premières vidéos Ouais, YouTube. depuis que ça existe. Des millions de vidéos YouTube probablement publiées par des gens qui s'en souviennent plus, qui se connectent plus à ce compte-là. Et en fait, il y a plein de vidéos un peu bizarres où on découvrait tout ce qui s'est passé. Et il y a une forme de mémoire de YouTube qui va disparaître aussi. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage, mais en même temps, on est au début de tout ça. On est au début d'Internet. Ça peut pas être. On est au début du cloud, en tout cas. Finalement, le cloud massivement, c'est du streaming, c'est 10-15 ans, enfin c'est une quinzaine d'années. Et si on raisonne sur 100 ans, on peut s'imaginer que ce type de purge va être malheureusement indispensable parce qu'on ne peut pas stocker ad vitam aeternam et il faut aussi renouveler tout ça. Donc, je comprends parfaitement la décision, mais c'est vrai que du coup, il va y avoir probablement beaucoup de vidéos YouTube, de vieilles vidéos YouTube qui vont disparaître. Voilà, rappelons, pas de panique, hein, vous avez un compte Gmail, si vous l'utilisez régulièrement, aucun souci. Et si vous avez d'autres comptes que vous utilisez rarement, la seule obligation, c'est au moins de se connecter une fois tous les 2 ans. Exactement. C'est pas... non, c'est vraiment des comptes abandonnés. Hein, c'est des comptes abandonnés. Des comptes abandonnés. Pour toutes les personnes qui ont disparu aussi. Hein, parce que, enfin, je veux dire, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Depuis quasiment 20 ans. Forcément. Ouais. Dans l'actu, tiens, on va parler petit bloc Apple avec 2 informations. Une qui est assez impressionnante, puisque Apple, en fait, l'iPhone va pouvoir parler à votre place avec votre voix. On va évoquer ce sujet dans un instant. Mais auparavant, un truc un peu moins cool pour Apple qui est accusé en fait d'obsolescence programmée. Alors, il y a 2 volets de l'accusation. Donc, c'est l'association Halte à l'obsolescence programmée, donc qui milite évidemment pour la réparabilité des smartphones, qui n'aime pas beaucoup Apple parce qu'évidemment Apple c'est un circuit assez fermé et qui accuse Apple alors d'obsolescence programmée, même si ça juridiquement l'obsolescence programmée c'est vraiment le fait de programmer un système pour qu'il soit inopérant à une date, à un moment donné, ce qui dans l'histoire en fait de l'informatique n'a quasiment jamais existé. Il n'y a quasiment pas eu de condamnation pour obsolescence programmée, peut-être simplement pour les cartouches d'imprimante, si je dis pas de bêtises. Et encore, j'ai un petit doute, mais l'obsolescence programmée, juridiquement, c'est très précis. Par contre, ce qu'il y a de nouveau et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils attaquent Apple sur l'entrave à la réparation, qui est un délit qui date, si je ne dis pas de bêtises, de 2020, qui est un délit assez récent. Et en fait, leur problème, c'est que Apple empêche d'utiliser des composants qui viennent d'ailleurs, des composants tiers. C'est-à-dire que si j'ai sur mon iPhone l'appareil photo du coin, exactement, l'écran, l'appareil photo, le Touch ID, enfin peu importe, si il veut remplacer par une pièce qui n'est pas reconnue, en fait, c'est ce qu'on appelle la sérialisation, c'est-à-dire mettre un numéro de série sur chaque composant. Et c'est-à-dire que iOS sait que sur mon iPhone, j'ai un appareil photo qui a tel numéro de série. Et si on met un appareil photo qui a un autre numéro de série, y compris d'ailleurs si c'est le même, c'est-à-dire que si c'est un appareil photo neuf qui vient d'un autre iPhone 14 Pro, c'est-à-dire qui est fait par Apple ou par ses sous-traitants, ça ne va pas fonctionner. Et donc en fait, l'idée pour Apple avec ces numéros de série, c'est de faire en sorte que le consommateur doive réparer ses iPhones uniquement chez Apple ou chez les réparateurs agréés qui, eux, évidemment, ont probablement, à mon avis, c'est un outil logiciel qui permet de dire au système iOS, c'est bon, ce numéro de série, il est approuvé, je peux le changer et on peut l'installer. Et ce qui se passe, c'est que si je mets un appareil photo ou un composant qui n'est pas sérialisé selon Apple, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si j'allume mon iPhone, le risque, c'est que j'ai un message d'erreur, que je ne puisse plus l'utiliser, ou ça peut fonctionner, et après une mise à jour, ça ne fonctionnera plus. Et donc après... On a eu plein de cas comme ça. Hein. On a eu plein de cas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu pètes ton écran et que tu avais à l'époque le Touch ID, tu changeais en fait l'écran et le Touch ID, parce que tout était lié. Encore une fois, on imagine aussi que pour des raisons de sécurité... Oui, bien sûr. C'est là où c'est tendancieux, cette histoire-là. C'est qu'on peut comprendre Apple qui protège en fait le consommateur avec des pièces, parce qu'il y a aussi beaucoup de pièces, on va dire, qui ne sont pas
officiels Et voilà. et qui sont bas de gamme. Imagine, on Combien te de met fois un on a vu écran, des écrans d'iPhone de mais c'est mauvaise ça. qualité installés et tu te dis mais c'est pas possible quoi. Exactement, parce que ce qu'il dit, c'est qu'Apple veut forcer les gens à changer de mobile rapidement, veut forcer les gens à payer C'est pour faux. réparer chez Alors ça Apple. c'est totalement faux. Moi, je trouve que pour moi, Apple, mais c'est un truc que je dis souvent, c'est le smartphone qui dure le plus longtemps. Mais oui. C'est les iPhones, c'est les Si smartphones on les y plus prend durables. soin, Donc voilà. à part la batterie, mais bon ça c'est surtout Mais les la batterie, on téléphones, peut la hein. changer. Donc moi, je suis pas du tout d'accord avec cet argument. En revanche, la sérialisation, enfin, en tout cas, je trouve que le jugement, ce que dira la justice, ça m'intéresse parce que finalement, on est un peu entre deux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une entrave à la réparabilité dans le sens où on ne peut pas réparer un iPhone. Évidemment qu'un iPhone peut parfaitement être réparé. Et d'ailleurs, les iPhones, en fait, comme c'est les smartphones qui durent le plus longtemps, on incite à les réparer. Et la réparation est plus importante chez Apple que chez une autre marque où le smartphone va durer 1 an parce que de toute façon, le problème de la réparation ne se posera pas. Après, donc, je peux comprendre aussi le fait de dire oui, mais il faut rendre la réparabilité plus aisée. Oui. C'est vrai que l'histoire de le programme Ouvrir la concurrence, une concurrence saine sur la Voilà. réparabilité avec des peut-être pièces aussi baisser officielles. les prix, peut-être aussi baisser les prix. Après, est-ce qu'Apple se fait vraiment beaucoup d'argent sur le marché de la réparation? Honnêtement, je ne sais pas. Après, En tout l'argument cas, ils doivent d'Apple. pas en perdre. Mais C'est non, certain. ça, je leur fais confiance pour ça. Mais après, le problème dans cette plainte, je trouve, c'est qu'on se base finalement, on pourrait comparer ça avec le marché de l'automobile, où avant, il fallait avoir une pièce d'origine, maintenant, ils doivent Oui, proposer une pièce d'occasion, une pièce tout à tierce, fait. etc. Sauf que sur un smartphone, c'est quand même pas tout à fait pareil. Comme tu dis, tu as un iPhone 14 Pro, tu as le réparateur du coin de la rue qui te fait un écran pourri. Enfin, j'imagine aussi qu'Apple veut que l'expérience sur ses produits soit bonne. Et donc, je peux comprendre aussi qu'ils ferment cette possibilité de réparation dans la mesure où le smartphone reste réparable. Mais en même temps, je suis curieux de voir ce que dirait la justice parce que je comprends aussi, et d'ailleurs, je suis un peu critique vis-à-vis de cette plainte, mais en même temps, ce que font ces associations, même si parfois moi je les trouve un peu caricaturales, c'est aussi très utile Oui, parce bien qu'elles sûr, ça fait poussent avancer les choses, fabricants bien sûr. à s'améliorer là-dessus. Et après, sur le self-repair, le programme self-repair avec la loi pour réparer son smartphone soi-même, avec la valise de 35 kilos qu'a fait Ouais. Apple, bon, c'est un peu du foutage de gueule. Oui. Donc je comprends qu'on ait envie de les titiller. Et puis de toute façon, c'est Apple, c'est emblématique. On va s'attaquer à Apple parce que c'est le plus gros, c'est la marque la plus emblématique. Oui. Donc je peux comprendre. Mais ce que je trouve un peu injuste, franchement, je me fais pas de soucis pour Apple, hein, je vais pas pleurer pour eux, mais ça reste quand même des smartphones. Moi, quand on me demande un smartphone durable, je dis tu prends un Prenez un iPhone, iPhone. c'est le smartphone le plus durable. Mais en même temps, voilà, je peux comprendre aussi qu'on essaie de pousser Apple un peu dans ses retranchements à ce sujet-là. Surtout que s'il y a une boîte qui a les moyens de progresser là-dessus, financier, c'est quand même Apple. Donc, je suis assez curieux de voir ce que dira la justice là-dessus. Parce qu'on précise rapidement, il y a une enquête qui a été ouverte. Ouais, ouais, Voilà, ouais. c'est pas une plainte en l'air, il y a une enquête qui a été ouverte. Idéalement, il faudrait que même le petit réparateur du coin puisse accéder à des pièces officielles Apple et puisse les installer parce qu'il a été formé. Mais c'est vrai que c'est Oui, mais créer du tout coup, un réseau. oui, mais du coup, s'il faisait ça, ça deviendrait un réparateur agréé. Et je pense que ça aurait un coût. Et forcément, Ouais, mais tu aurais au moins la garantie d'une réparation de oui, qualité. mais du coup, le prix de la réparation ne serait plus le même et on se rapprocherait d'un prix Oui, d'une mais réparation. malgré tout, ça coûterait peut-être moins cher qu'en allant dans un Apple Store. Ah non, Parce bien que sûr. ça mais- ouvrirait une concurrence. Bien si tu sûr, veux. mais après, tu as les réparateurs agréés qui ne sont pas Ouais, ouais. d'Apple Store. Mais je suis d'accord que le prix des réparations des iPhones est assez cher. Après, est-ce que c'est plus cher, beaucoup plus cher que pour le haut de gamme de Samsung? Je suis pas sûr. Voilà pour Apple. Encore une petite news très intéressante. Vous savez que bientôt nous aurons la nouvelle version d'iOS qui commence à être un peu préparée là dans la grande marmite des développeurs de chez Apple. On en saura plus d'ailleurs durant la WWDC. 5 juin. Et une fonctionnalité étonnante, sans doute, va être implémentée dans cette nouvelle Oui, version alors d'iOS. Apple qui a dévoilé quelques fonctions d'accessibilité, c'était là récemment, et donc c'est finalement les premières fonctions d'iOS 17 qui a annoncé le 5 juin à la WWDC et qui sera déployée en fin d'année, avec plusieurs fonctions, notamment une fonction d'affichage extrêmement simplifiée d'iOS. Alors eux, ils présentent ça comme étant pour les personnes qui ont une déficience mentale, alors ce qui est évidemment très utile. Alors sans vouloir évidemment mettre sur le même plan nos grands-parents, mais je pense aussi que pour certaines personnes âgées qui sont vraiment pas à l'aise avec le numérique, raison. je pense que ça peut être utile. Moi, Bien sûr. mon grand-père, par exemple, il avait des smartphones style Doro, etc., avec des trucs écrits en énorme.
Et je trouve que effectivement, ça s'adresse Alors, tu peux d'abord. déjà modifier l'interface. On peut déjà le de l'iPhone, modifier, mais là, sur les captures d'écran, pour Oui. ceux qui nous voient à l'image, c'est Tu peux extrêmement vraiment. simple. On a Ouais. un gros bouton pour appeler telle personne, un gros bouton pour prendre une photo. C'est vraiment, je trouve, Et je pense comparable. qu'Apple est l'un des meilleurs dans ce domaine de Oui, l'accessibilité. ils sont pas mal. Après, Moi, souvent, je discute avec des personnes non-voyantes et Oui. Apple, l'iPhone a complètement c'est vrai. Sur bouleversé leur l'accessibilité, vie. il Il y a plein de bosse choses beaucoup qu'ils peuvent là-dessus. faire et qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Exact. Lire des choses, discuter avec des personnes, enfin, c'est Ouais. incroyable. Mais là, l'interface, honnêtement, je retrouve une interface à la Doro. Ouais, C'est-à-dire ouais. vraiment les trucs en énorme. Voilà. Alors, Simplifié au c'est pas maximum. évidemment, c'est pas très joli, mais enfin, pour une personne âgée qui voit pas très bien, et même si évidemment elle n'est pas déficiente mentale, mais qui n'est juste pas à l'aise avec les nouvelles technologies, je pense que ça peut être aussi utile. Et une autre fonction, et alors là, finalement, c'est une fonction d'intelligence artificielle, c'est la possibilité. Alors, il y a une double fonction. D'abord, la possibilité d'écrire du texte pendant un appel téléphonique et que l'iPhone lise à haute voix son texte et que l'interlocuteur entende ce texte. Donc, c'est pour les gens qui n'ont pas l'usage de la parole. Et puis, une autre fonction pour les gens qui, malheureusement, savent qu'ils vont perdre l'usage de la parole, Oui, avec pour certaines des- maladies dramatiques, la maladie de Charcot, des choses comme ça. Ouais, Ici, ouais. d'ailleurs, Apple la maladie de Charcot. C'est la possibilité d'enregistrer sa voix. Il faut parler pendant 15 minutes. Il y a du texte qui s'affiche sur Donc l'iPhone. tu parles Et on lit le entraînes une texte, IA. on entraîne l'IA pendant 15 minutes. Et ensuite, la même fonction, c'est-à-dire qu'on tape et l'iPhone va lire ce qu'on a écrit, mais avec une voix qui synthétise sa propre voix pour parler à l'interlocuteur. On imagine d'ailleurs que c'est une fonction qui va être utilisée, à mon avis, Oui, avec laquelle on va, entre guillemets, aussi s'amuser, même si qui va être détournée, qui va être forcément. détournée. Alors, de façon peut-être intéressante, pas forcément pour du mal, hein, Oui, mais tu qui va pourras être testé. peut-être te faire passer pour quelqu'un, parce que finalement, je te pique ton iPhone, tu avais implémenté cette fonctionnalité, je peux passer un coup de fil Voilà. en faisant croire que c'est toi. Alors, Après, il faut voir si effectivement comment c'est ce sera tellement fait. parfait. Voilà. Pour le moment, alors des IA qui imitent des voix, ça existe déjà. Il y a un côté encore un peu métallique, tu vois, quand on l'entend. Mais bon, ça va s'améliorer. En tout cas, je suis assez curieux de voir comment ça va prendre forme. Est-ce que ce sera vraiment hyper réaliste ou pas? Mhm. En tout cas, évidemment, le but premier, c'est pour des gens qui ont malheureusement des maladies graves qui font qu'ils vont perdre l'usage de la parole. Mais je trouve que c'est une fonction qui mérite d'être exploitée différemment, avec des risques, comme tu le dis, mais peut-être avec d'autres usages intéressants. Par exemple, un truc tout bête, moi, souvent, on m'envoie des messages vocaux ou des enregistrements vocaux. Je peux pas répondre Oui, parce que tu es en réunion. en vocal. Alors, je réponds évidemment par le texte, mais peut-être que certaines personnes Ouais. préféreront Ouais, répondre avec la voix. Donc, j'en sais rien, les utilisateurs, il y a des millions de gens qui vont utiliser ça. On trouvera probablement des idées de l'exploiter. Mais en tout cas, voilà, il faut quand même rappeler, le but premier, c'est de s'adresser à des personnes qui souffrent d'une pathologie et qui vont perdre l'usage de la voix. Donc voilà, tout ce volet accessibilité d'Apple, comme tu dis, qui est assez développé chez Apple, parce qu'encore une fois, ils ont tellement de moyens qu'ils peuvent se permettre de mettre probablement 15 ingénieurs pendant 2 ans qui vont développer ce sûr. type de fonction. Mais c'est aussi, j'allais dire, leur fond de commerce. C'est pas très beau de dire ça, mais je pense qu'il y a des millions et des millions de gens qui sont dans des situations de handicap et qui vont peut-être préférer choisir un Et iPhone qu'un téléphone Android. Après, on va pas se mentir, c'est Voilà. évidemment une fois, ce sont des parts de marché À l'échelle mondiale, c'est supplémentaires, monstrueux. des gens qui ont des handicaps, si ça Ouais. représente 5% de la De la population, population. et ouais. que on est 15 Ouais. fois meilleur que la concurrence, on est C'est quasiment sûr d'avoir ces 5% en plus. C'est réglé. Ce qui représente, non, mais évidemment, il faut le rappeler, c'est évidemment aussi des parts de marché, même si la démarche doit être évidemment probablement très sincère, il n'y a pas de problème, mais évidemment qu'il y a un intérêt commercial derrière. Voilà pour l'actualité de cette semaine. Et évidemment, on a parlé de cette WWDC, c'est très bientôt, puisque c'est le 5 juin. Ce sera à suivre sur la chaîne Tech & Co, sur tous nos écrans. On aura place, évidemment. voilà, on aura le résumé de tout ce qui va être annoncé. Peut-être ce nouveau masque de réalité mixte d'Apple qu'on attend un peu comme le Messi. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il sera pas là? Enfin bref, voilà. On commentera tout ça avec Raphaël. Merci beaucoup, Raphaël. Merci François. Passé par le plateau de quoi je me mêle. Raphaël, que vous pouvez lire donc sur le site Tech & Co. Et vous restez avec nous dans un instant, deuxième partie de quoi je me mêle. On va plonger dans un truc incroyable, c'est l'arrêt du cuivre. Pendant des années, nos communications téléphoniques étaient faites par notre bonne vieille prise téléphonique qui elle-même était connectée au cuivre. Tout ça est en train d'être remplacé par la fibre. On en parle avec Lionel Paris qui a enquêté sur ce sujet. A tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.